Bonjour et bonne année à toutes et à tous. Je suis Noam Cinceau, fondateur de la chaîne de podcast Stronger et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Stronger. Enfin, aujourd'hui on prend le petit thé et on parle des femmes noires. Un sujet qui sera traité, découvert, exploré avec Kaya et Sergina que je vais laisser se présenter sans perdre de temps tout de suite. Bon épisode à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Sergina, deux surnoms possibles, Sergi ou Gina, s'il vous plaît, je crois que c'est le deuxième. Ok, Gina. J'ai 20 ans, je vis sur Paris, je suis d'origine haïtienne. Là, je suis en train de terminer une licence de lettres anglais et médias. Et voilà, donc ça, je fais des vidéos, voilà, ça m'intéresse un peu parce que je viens de tout ça. Je m'appelle Kaya, j'ai 21 ans. Je suis la créatrice et l'animatrice de la chaîne Genre. Donc c'est une chaîne de podcasts où on a deux podcasts actifs pour le moment. Donc un podcast qui s'appelle Parole d'homme qui traite les questions de genre et de masculinité. Et un autre podcast qui s'appelle Non mais genre où j'interroge des gens sur leur vie et on parle de 3 sujets pendant 45 minutes, 1 heure. Et voilà. Je mentirais si je disais que maintenant je vois pas de femmes noires à la télé, dans les magazines, etc. Mais ouais, c'est un peu superficiel. Donc non, j'ai pas vraiment l'impression d'exister. J'ai plutôt l'impression qu'on me dit genre oh mais si regarde. si, mais en fait non, pas vraiment. En mode regarde, il y a des femmes noires qui sont Miss France, Miss Monde. Oui, c'est ça. Non mais regarde dans tel pub, mais regarde dans tel film. Mais non, pas forcément. Pas beaucoup, en tout cas, pas assez. Tu as grandi dans quel secteur, Sergina? J'ai grandi à la campagne profonde. Oh my god. J'allais au lycée, au collège, ma ville, il y avait 10 000 habitants, je crois. Et moi, j'ai grandi dans un village où il n'y avait même pas 1000 habitants. Donc, voilà, la campagne profonde. Donc, j'étais toujours... voilà, quoi. C'est voilà, Sergina, j'étais la seule noire pratiquement partout. Et voilà, c'est un peu le truc dans lequel j'ai grandi. Alors, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Aujourd'hui, avec du recul, c'est quoi ta vision de ton enfance? J'ai eu une très bonne enfance parce que chez moi, vraiment ma maison, mes parents, ce petit cocon-là, c'était super, j'étais vraiment choyée, etc. Et forcément, le monde extérieur, des fois, c'est un peu trop parce qu'il y a des gens qui sont... Voilà. Mais après, j'ai pas un souvenir horrible, j'ai surtout plutôt un souvenir d'ennui, de pas me sentir vraiment à ma place parce que y avait pas de gens qui me ressemblaient et qui me ressemblent, tu vois, c'est pas juste être noir, quoi, tu vois, mais quand même, déjà on partage des trucs en plus et au-delà de ça, des choses qui pouvaient m'intéresser, qui pouvaient me toucher ou rien que le fait de ressentir des choses et que tout le monde autour de toi te donne l'impression que ça n'existe pas en fait, ça c'était pas trop possible, donc forcément voilà, c'était surtout ça, d'avoir l'impression qu'il y ait personne qui me corresponde. J'écoutais souvent des lives d'une youtubeuse qui s'appelle Zola Home. Et donc cette youtubeuse disait que en gros qu'on n'avait pas en tant que femme noire on n'avait pas le droit d'être normale, enfin dans le sens où on n'a pas le droit d'arriver d'avoir un coiffé décoiffé comme les meufs blanches ou juste faire un chignon, sortir de lui et être là en mode waouh on est tellement sexy et tout et du coup je regardais le film de Xavier Dolan, le dernier qui est sorti, Mathias et Maxime, et je voyais donc la copine de Mathias je crois qui est très jolie mais assez commune on va dire et représentée comme c'est une femme très belle tu vois et du coup je me disais mais c'est vrai que nous on n'a pas vraiment le droit d'être pas le droit, je dirais pas qu'on n'a pas le droit, si on a le droit en soi, mais qu'on n'est pas vraiment représenté comme on n'a pas de juste milieu, tu vois. Soit on est très 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 apprêté, très très belle, ce qui est très bien en soi, ou sinon on est complètement ratchet et tout ça, et du coup, ce serait bien qu'on trouve un juste milieu. Donc dans la société française, non.
Peut-être dans la société américaine, mais après, je suis pas américaine, donc ça me concerne pas vraiment, en fait. Des femmes noires. Des femmes noires. Là-dessus, des femmes noires. Femmes Je dis noires. toujours les femmes noires et jamais la femme noire. Ça me gêne un peu comme terme. Okay. Et c'est pareil pour les hommes noirs et pas l'homme noir. Parce qu'on représente jamais la femme blanche, en fait, tu vois. Ouais. On représente les femmes blanches. Tu peux avoir Charlotte Gainsbourg et Monica Bellucci, tu vois. Donc c'est pas du tout la même chose, mais elles arrivent toujours à représenter... chacun arrive à se reconnaître dans son rôle de son archétype de femme blanche. Et ben du coup, j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs femmes noires. Parce que moi je regarde des vidéos YouTube depuis super longtemps, mais vraiment je crois que c'est le premier réseau entre guillemets que j'ai commencé à utiliser et j'adore, etc. Mais il y a un moment, par exemple tu vois, j'adore les vidéos voyage, mais il y a un moment j'ai grandi, je me suis dit bon je cherchais travel vlogger, tu vois, black travel vlogger, parce que moi quand j'ai voyagé j'avais des expériences un peu compliquées et je me suis dit peut-être qu'il y aura des youtubeurs voyage qui pourront en parler, qui vivent la même chose. J'en trouve pas. Ou pareil dans plein de choses, là où je trouvais des vidéos YouTube avec des femmes noires, c'était que de la beauté et cheveux, ce qui est super, hein. Moi personnellement ils m'ont tout appris. À part 2-3 trucs que je pouvais copier sur ma mère, mais c'était pas pareil, parce que ma mère est une femme blanche parce que je suis adoptée, donc moi elles m'ont tout appris niveau beauté cheveux, donc c'est super qu'elles soient sur YouTube aussi nombreuses maintenant, mais quand je voulais un petit peu dépasser ça, il y avait très 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 peu de contenu. Il y en a un peu maintenant et faut aller les suivre d'ailleurs, mais il y avait pas assez, et du coup je me suis dit non, je veux vraiment créer un truc où on va sur la chaîne et on se dit que ça nous plaise ou non, ça parle des femmes noires, c'est elles qui prennent le micro et qui sont devant la caméra et derrière. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est pareil en fait. On a des vécus communs, ça c'est sûr, liés au racisme, les machins et trucs, mais on est hyper différentes, et le fait de dire la femme noire, j'ai trop l'impression que ça crée un prototype, une image, et que du coup après ça nous empêche de se rendre compte que on a le droit d'aimer plein de choses, de faire plein de choses, et que ouais c'est ça, et d'avoir plein de personnalités différentes. Parce que quand on pense la femme noire, on pense pas aux femmes noires introverties, tout ça, tu vois. On pense à la femme noire, c'est ça. black, debout, forte. Non, on pense pas aux femmes noires introverties, on pense pas aux femmes noires timides, on pense pas aux femmes noires nerds, c'est pas comme on dit en français, qui s'intéressent un peu à tout ça, les jeux vidéo, les mangas, les trucs, et c'est bizarre, mais tu vois, j'en connaissais pas à part moi des femmes noires, parce que là où j'ai grandi. Et donc après tu te dis oui, mais du coup moi je pense que je sais pas, j'arriverai pas à blend, genre à me faire des copines et tout, parce que de ce que tu vois, la seule représentation qu'on a, c'était genre tu vois, les femmes noires elles sont là, elles sont elles sont bruyantes, elles sont trucs et tout, et moi y a pas de souci, tu vois, quand je suis à l'aise avec les gens, j'adore et tout, parler fort, etc. Mais je me disais je vais pas m'intégrer parce que je suis différente, machin, mais en fait mais n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'existe pas du tout un seul type de femme noire, et puis c'est chiant. Et puis aussi le truc des femmes noires un petit peu introverties, timides, tout ça, c'est que autant celles qui répondent aux clichés, on va leur foutre le cliché dans la tête tout le temps, alors que c'est pas grave de répondre à des stéréotypes, en fait, on répond tous à des stéréotypes, c'est pas grave. Mais pour celles qui vont être un petit peu de l'autre côté, on va leur reprocher un peu d'être, oh mais tu m'aimes pas, t'es froide, tu vois, alors qu'en fait non, je suis pas froide, je suis juste introvertie et noire, ça existe. Miss France 2020 est et restera Miss Guadeloupe. Alors l'élection des Miss, je crois qu'il y en a plus que 4. Il y en a plus que 4, Miss Mondiale, Miss Non-Miss Internationale, Miss Junior. Forcément, je comprends que quand on arrive à peine en avoir une un petit peu, tu vois, je comprends que on essaye direct de penser non mais voilà, c'est marketing, et puis de toute façon c'est des gros groupes, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, donc il y a forcément des trucs derrière. Après moi j'ai pas envie de partir derrière ça, parce que on a besoin de se réjouir, on a besoin d'être joyeuse pour des petites choses qui ne sont en fait même pas des petites choses, parce que c'est important. Mais c'est vrai que moi j'ai observé, parce que je suis sur Twitter, donc les gens là c'était vraiment la folie, j'ai observé un petit peu la joie des gens, mais je me sentais un petit peu observatrice. Ouais, tu vois. Donc tu participes au truc parce que ça fait du bien, parce que t'as envie d'être dans la même vibe que tout le monde. Mais est-ce que vraiment ça me rend vraiment vraiment joyeuse pour de vrai? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, parce que c'est génial, et mais en fait
quand ça vient assez tard, tu vois, par exemple, moi j'ai 20 ans, et encore c'est pas grave, parce qu'ils sont plus âgés et qui ont vécu une grande partie de leur vie sans représentation, mais tu gardes un petit peu les blessures du passé, on va dire, ça fait très les blessures du passé. Ni dramatique, attention, je vais la mettre. Mais tu vois, t'as compris le fait d'avoir sa beauté qui est toujours remise en question. Et du coup j'ai du mal à me réjouir, tu vois, je suis un peu en mode ok, on va voir si c'est pas juste une mode, on verra, mais c'est quand même super, et les gens ont du mal à le comprendre, enfin hors de la communauté noire, on dit entre grosses guillemets, et ça m'énerve le fait que les gens ils essayent pas de comprendre en fait, alors qu'ils ont aucune idée de ce que ça fait en fait de pas être représenté. Par exemple, un truc tout bête, quand il y a eu Miss Univers qui a été élue, donc une femme noire, pas non claire de peau, avec des cheveux crépus, avec un dégradé. Elle allait gagner avec un dégradé. C'est quand même incroyable. Moi j'ai vu la photo au réveil, j'ai fait pardon. Ok. Mais moi j'étais choquée. Mais oui. Et quand j'ai vu ça, comme je te dis, voilà, j'ai pas sauté de joie, non, mais ma première pensée, comme je tweete souvent que ma première pensée, ça a été, je l'ai tweeté direct, j'ai dit oh là là, mais c'est super, je pense à toutes les petites filles noires qui vont oser se couper les cheveux, tu vois, qui vont oser couper leurs cheveux crépus. Et le tweet a été, comme je déteste, très partagé. Et là, je reviens sur mon téléphone et je me retrouve avec plein de notifications avec des personnes qui commentent, machin, tout type de personnes, autant des personnes noires qui peuvent être concernées par tout ça que des personnes mais alors pas du tout concernées, qui sont ni noires, ni femmes, ni cheveux crépus, rien, et qui me disaient non mais attends, mais trop la honte, attends mais vous avez attendu d'avoir une Miss élue pour vous couper les cheveux, non, n'importe quoi, c'est bon, fuck, on s'en fout, faites ce que vous voulez, c'est incroyable d'attendre une validation, on s'en fout, non, chacun est différent, mais ça m'énerve trop, tu vois. Et moi j'ai vu ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et j'étais en mode vas-y, réponds pas, tu vois, sois intelligente, laisse tomber. Mais quand t'as 50 fois ce commentaire dans tes notifications, mais en fait ça te rend folle, parce que t'es en mode mais vous en savez rien en fait, ça veut dire quoi ça? Et puis en plus les gens ils essayent pas de vraiment comprendre les propos, c'est absolument pas ce que j'ai dit, enfin je parle quand même à une femme noire chauve, j'ai 0 cheveux sur mon caillou, donc pourquoi tu viens me dire oui t'as attendu ça, c'est pas ce que je suis en train de dire en fait. Mais dans un monde idéal, ouais, ce serait super, fuck, on s'assume tous, on se trouve tous trop beaux quand on décide de se trouver beau. Mais ça marche pas comme ça en fait, dans un vrai monde, il y a des normes, et il y a des représentations, une représentation qui fait dans le mainstream, tout ça, les médias, qui fait que voilà, qui fait changer ces normes, et qui nous permet de nous dire aussi elle est considérée belle par le grand public, donc moi peut-être que je peux me trouver belle, tu vois. Et ça, que les gens ils essayent même pas de le comprendre, franchement ça me rend folle, c'est un manque de respect énorme. Ce serait bien qu'il y ait plus de gens au gouvernement, tu vois, même si c'est un milieu blanc, sans que ce soit, comment dire, c'est pas intrinsèquement que le gouvernement doit être blanc en fait, tu vois. Donc ce serait bien qu'on force la porte et qu'on arrive dans l'assemblée et qu'on soit représenté. Donc là je pense que c'est bien, mais après par exemple est-ce qu'on a besoin d'attendre que Miss Univers nous valide? Non. Que le concours nous valide absolument pas. Enfin, les femmes noires sont belles. Après, est-ce qu'on peut créer notre propre concours de beauté si vous voulez? Moi, je suis pas très concours de beauté. Je trouve pas que ça soit très féministe. Mais bon, après, ils existent, hein, donc vaut mieux travailler avec ce qu'on a maintenant et avoir une meilleure représentation. Mais pour en revenir sur la question, moi, je dirais plus qu'il faudrait sortir de cette obsession de vouloir plaire aux catégories dominantes, donc de vouloir plaire aux blancs, de vouloir plaire aux gens cis, on est en cis moi-même, mais de vouloir plaire aux gens hétéros, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est pas important, je pense qu'on peut toujours créer nos propres niches en fait, et finalement ce sera pas vraiment une niche parce que finalement les personnes noires on n'est pas une majorité, mais quand même on est beaucoup, enfin je veux dire même une personne qui est asiatique, enfin je veux dire si elle veut se lancer sur le marché chinois c'est énorme déjà quoi, elle a pas besoin d'attendre d'être validée par la société blanche française ou la société blanche américaine. Si elle a envie de partir et se délocaliser en Chine ou je sais pas à Singapour, qu'elle le fasse quoi, tu vois. Et même les personnes noires en soi c'est pas un problème. Et du coup, je pense que c'est mieux de pas attendre la validation des autres parce que sinon ça va être très très long. Je pense qu'il y a des gens
qui n'ont pas des milliers d'abonnés, par exemple sur YouTube, mais qui ont leur propre niche et qui arrivent très bien à vivre avec ça, tu vois. Donc, est-ce que tu as besoin de la reconnaissance mondiale ? Pas forcément. Tant que tu arrives à vivre et à être content avec ce que t'as, ça va. For me to be able to be here today, crowned as a Miss Universe, with my hair looking the way that it does, and my skin looking the way that it does, is something truly magical, and I hope that it touches every child who grew up the way that I grew up, and was told that, they were not beautiful. J'arrivais pas à m'occuper de mes cheveux, ça m'énervait, et j'avais trop peur de retomber dans une haine de mes cheveux, et je voulais pas ça, parce que je les aimais enfin, tu vois, et je voulais pas ça. Et ça a joué, bien sûr, les images que j'ai vues, parce que de voir sur Instagram, par exemple, de voir des femmes qui me, entre guillemets, ressemblent et qui étaient belles avec des cheveux courts ou pas de cheveux du tout, je me suis dit, c'est bon, tu vois, moi, ça va bien m'aller aussi. Et du coup, voilà, c'était en mode fuck off. Je me lave les cheveux. Mais il n'y avait pas du tout de trucs majeurs qui s'est passé dans ma vie où j'ai voulu, Est-ce que tu as senti un changement du regard des gens sur toi quand tu as coupé tes cheveux? Le regard des gens, non, le regard, tu vas dire, quand on me regarde juste, des fois, il y a des gens qui me regardent un peu en mode, oh my god, j'adore son look, et qui viennent pas me le dire, mais le changement du regard des gens, comme tu dis là, qui mettent un peu les femmes dans des catégories par rapport à des coupes, je me suis rendu compte parce qu'ils me le disent en fait. Okay. Et ça m'arrive souvent, et c'est pas les femmes, c'est les hommes. C'est les hommes. On en parlera. Et aussi les hommes noirs. Trash. Rien qu'hier, tu vois, par exemple, des trucs tout bêtes, vraiment, ça m'énerve. Je vais regarder les téléphones à la Fnac, et un vendeur, là, tu vois, on dirait que tu le sens quand les mecs, ils sont là. Un peu, je vais un petit peu essayer de, voilà. La viande fraîche. C'est ça. Et du coup, il me parle un petit peu, oui, si vous achetez le téléphone, je fais telle offre et tout, Et il en arrive enfin vas-y, on y va. Il me dit oui, non mais sinon, j'aime beaucoup votre look, j'aime beaucoup vos cheveux, etc. Enfin, votre coupe, quoi, sans cheveux. J'aime beaucoup, ça change. Donc jusque là, ok, très bien, merci. Mais il s'arrête jamais là. Il faut toujours que ça aille plus loin. Et là, du coup, il commence à faire le discours de base. Non, mais c'est vrai, ça change des mèches, des perruques, des trucs. Et là, il me dit, c'est important, je trouve, moi j'aime bien quand je vois des personnes un peu qui sont dans du retour aux sources. Du retour en quoi? Du retour aux sources. C'est en mode, je suis Okoye, les gens ils voient ça, tu vois, Okoye, Wakanda, nanana, guerrière africaine et tout, alors que j'ai rasé mes cheveux, genre that's it. Et si demain j'ai envie de mettre une wig 32 pouces, clairement en fait moi j'ai pas de wig parce que j'ai pas l'argent, c'est tout. C'est ça, il n'y a pas d'attention, je suis une femme noire, roots, derrière, non, en fait, non. Si je veux mettre ma wig, je pose ma wig. C'est ça, demain, tu me donnes l'argent, ma meilleure wig lisse, jusqu'aux fesses, voilà, soyeuse, brillante dans le vent. Let's go. Et le lendemain, je serais chauve, et le surlendemain, je remettrais une wig, non, c'est trop chiant, j'en ai trop marre de ça, et j'ai vraiment envie qu'on laisse d'ailleurs les femmes noires tranquilles qui mettent des wigs toute l'année, qui montent jamais leurs cheveux, c'est leur problème. Je pense qu'elles veulent. Et j'aimerais bien qu'on s'intéresse un petit peu plus, alors attends, que je le dise bien, intéresse plus aux causes qu'aux conséquences, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui. Parce que oui, c'est facile de toute la sainte journée dire ouais non mais tu vois c'est quand même bizarre, faut quand même qu'on dise qu'il y a un problème, qu'il y a des femmes noires qui toute l'année mettent des wigs, on voit jamais leurs cheveux naturels. Elles ont beau dire que c'est parce que ça leur plaît, en attendant il y a forcément un problème derrière, etc. Que ça s'assume pas, ok certes, ouais, très certainement oui, il y a pas de doute là-dessus. Puis il y a des femmes qui sont encore pas à l'aise d'être au quotidien avec leurs vrais cheveux. En fait, ça n'en a rien à rien à fiche. Est-ce que ce serait peut-être plus intelligent de regarder le problème derrière, en fait? Qu'est-ce qui les amène à être comme ça? Est-ce que c'est pas même les mêmes personnes qui veulent pointer ce problème, qui sont pas aussi responsables de ces complexes? C'est peut-être plus intéressant. Le 31 décembre a clôturé un lourd bilan pour les femmes. En 2019, ce sont en effet 149 femmes qui ont été tuées par leur conjoint. 149 féminicides. Des femmes mortes pour l'unique raison d'avoir été des femmes. Avec Kaya et Sergina, on se questionne, on pose des questions, on explore les contours de la misogynie régnant dans notre société patriarcale. D'où provient cette haine des femmes, cette phobie des femmes? Men are trash, sans exception. Oui, chers amis gays, vous aussi. Mais alors pourquoi et comment le sont-ils? Pourquoi et comment le suis-je-t-il?
Avant, dis-toi que dans l'Antiquité, ils connaissaient pas autant de choses que nous, tu vois, même si c'est très, très avancé finalement. Mais ils avaient pas autant de savoir que nous sur la chose. Et du coup, je pense que, par exemple, toute cette peur, par exemple, du vagin, qui était très présente à l'Antiquité jusqu'à maintenant, où t'avais des mythes qui disaient que genre il y avait qu'il y avait des vagins avec des dents qui allaient aspirer et couper les vitres, enfin des trucs comme ça, tu vois, c'est très vrai hein, pour le coup. Et en gros, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'hommes qui avaient peur de ça en fait, et du fait, même juste le fait d'avoir des règles, genre ils comprenaient pas ça. Ça et par exemple le fait que les femmes avaient ce pouvoir du fait que par exemple elles pouvaient avoir des enfants de n'importe qui. Toi tu ne savais pas de qui était l'enfant. Surtout quand tu restes dans une propre communauté. Enfin, je veux dire, si la meuf elle a les yeux verts, si ton enfant il sort avec les yeux verts alors que toi t'as les yeux marrons, tu pourras jamais dire cet enfant n'est pas le mien. Et du coup, je pense que, ou même juste une personne de la famille, en fait, tu vois, genre, c'est comme ça que ça fonctionne, la génétique. Et du coup, je pense que tu peux te dire, je pense que les hommes avaient peur de ça, en fait, le fait que d'élever un enfant qui n'est pas le sien. Même maintenant, ça reste une peur très forte chez les hommes d'élever un enfant qui n'est pas le sien. Et alors que c'est pas vraiment une peur chez les femmes d'élever un enfant qui n'est pas le sien, mais bon, c'est pas grave. Et parce que ça arrive très souvent finalement. C'est même un métier. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de ça, et c'est pour ça qu'ils nous ont enfermés dans le mariage. Et c'est pour ça que par exemple, il y a eu cette évolution où, par exemple, t'avais des femmes qui étaient forgeronnes, qui construisaient des cathédrales, alors que quand t'arrives vers au début de la Renaissance, on enferme les femmes à la maison parce que ils avaient peur que ça parte en fait. Ils avaient peur que pas forcément un truc de fidélité, mais juste la descendance, et vu que c'est très important de porter le nom et d'avoir une descendance fiable, on va dire. Vu à quel rythme ils nous tuent, est-ce qu'ils ont vraiment peur de nous? Non, mais dans l'absolu, tu vois, genre c'est vraiment. Bah clairement, je suis pas du tout à l'aise avec les hommes, surtout comme on dit, cisgenre hétéro. Même si voilà, le ménage ça va plus loin qu'eux, mais surtout, tu vois, parce que les autres ils sont plus enclins quand même à se remettre en question, alors que eux c'est vraiment la remise en question, c'est zéro quoi. C'est vrai. Et je suis pas à l'aise parce que tout quoi. C'est très difficile d'avoir des relations déjà sans. Des fois quand tu dis ça aux gens, ils disent excuse-nous, la meuf trop belle, trop attirante, alors que ça n'a rien à voir. Mais déjà d'avoir des relations qui sont complètement sans tomber direct dans la drague, dans la séduction, dans est-ce qu'on peut juste parler comme deux êtres humains, déjà. Et puis il y a rarement où ils te font pas sentir quand c'est pas des fois comme un bout de viande ou juste comme un corps, tu vois. T'es une femme noire aussi, yes. Donc non, les expériences sont vraiment pas terribles, et avec tous les hommes, c'est pas. Dans le féminisme, je pense que chacun a son propre combat. Je pense que par exemple les femmes trans ont un axe plus trans right que les autres femmes cis par exemple. Moi, c'était la masculinité parce que je trouvais que on avait besoin d'inclure les hommes dans le combat pour que ça arrive, pour que ça arrive à point, on va dire. Et finalement, en fait, je voyais les hommes de mon entourage. J'ai pas énormément d'amis hommes, ce qui est peut-être ironique, sachant que je fais un podcast sur la masculinité, mais je voyais mes frères et en fait, je trouvais qu'ils étaient tellement différents en masculinité, mais toujours des hommes masculins, quoi, malgré leur jeune âge. Mais je voyais les hommes autour de moi, je me disais c'était tellement différent et je me disais on peut pas les généraliser. Après, j'ai changé un peu mon point de vue sur on ne peut pas les généraliser. Si, on peut les généraliser. Un peu quand même. Un peu quand même. Ça t'a, du coup, rencontrer tous ces hommes, ça t'a aidé justement à affiner ta vision de ce qu'était la masculinité, alors oui et non. Je dirais que, je le dis souvent dans mon podcast, et parler avec des hommes, oui, ça a pu affiner mon point de vue. Mais après, je pense pas que j'ai appris énormément des hommes, tu vois, parce que c'était plus dans le sens où je voulais que les autres hommes puissent avoir des modèles positifs et que les autres femmes qui ne sont pas forcément, je pense qu'il y a des filles aussi qui sont comme moi, qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis hommes, mais qui s'interrogent pas vraiment sur la masculinité et toutes les dynamiques.
et qui ont besoin d'un peu de guide dans la vie. Et sauf que moi, enfin, je dis pas que j'apprends rien des hommes en soi aussi, parce qu'il y a des hommes très bien, donc j'ai des hommes professeurs, j'ai mon père qui m'apprend des choses, mais après je dirais que j'apprends pas. Ça me retourne pas le cerveau, tu vois ce que je veux dire, genre je sais que les hommes ont des émotions, je sais que les hommes pleurent, je sais qu'il y a des hommes qui sont gays, il y a des hommes qui sont bi, enfin voilà, il y a des hommes qui s'interrogent sur leur identité et tout ça. Mais il y a quand même des hommes noirs queer qui, enfin, c'est compliqué, je me disais, mais c'est trop chiant. Ou pareil, si je me dis avec les femmes dans le féminisme, tu vois, on n'est pas pris en compte, on est hyper exclus, notre travail il est invisibilisé, les femmes noires féministes, enfin, où on leur nie l'existence de l'afroféminisme, on leur dit que non, y a qu'un seul féminisme, et nous tout ensemble ou rien, alors qu'elles ne savaient pas de comprendre que si l'afroféminisme il existe, ou tout ce qu'il y a pu avoir, black feminism, etc., c'est parce que ils en avaient besoin, parce que sinon on nous écoutait pas, et qu'on n'existait pas. Donc j'arrive pas à ressentir cette solidarité, enfin ce truc, cette sororité globale avec toutes les femmes. Et donc dans ce cas-là, ok, mais si du coup je dis comme dans la communauté noire, du coup il y a les hommes noirs et c'est pareil, parce que moi leur problème pour moi c'est le mien. Tu vois, on est noir, point barre. Leur problème, c'est les miens et je me battrai pour ça, et s'il faut aller dans la rue pour ça, j'irai, s'il faut les soutenir, je soutiendrai. Mais je le sais, hein, c'est factuel, que mon problème c'est pas le leur. Pour l'instant en tout cas. Globalement, c'est pas le leur. Et ça fait super mal. Franchement c'est dur parce que c'est compliqué d'avancer si tu vois. Ouais. Ouais, mon problème c'est pas le leur. Et on peut regarder historiquement, et que ce soit avant ou maintenant, les causes, les femmes noires elles les tu vois, elles sont devant, elles les traînent, elles les c'est comme si t'es là, t'es devant le cortège, et quand t'obtiens les choses, du coup le reste du cortège il abandonne, et toi tu dois continuer pour avoir tes propres. C'est un peu ça. Et ouais, on est vraiment une intersection qui fait que trouver sa place et trouver des gens c'est compliqué. Et moi, enfin il y a pas de souci, tu vois, je comprends que parce que tu vois par exemple les hommes noirs, tu vois, il y a un moment il faut aussi analyser, etc. Et il y a un moment s'ils sont d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a des constructions sociales, ils font que voilà, et c'est voilà, donc c'est à eux aussi de faire le travail, d'en prendre conscience et de travailler sur ça, parce que bien sûr qu'ils ont été construits toute leur vie pour être forts et hyper masculins et machin, et non ça c'est trop gay, etc. Tu vois, c'est pas c'est pas entièrement leur faute, enfin tu vois, ils sont pas arrivés là tout seuls, mais ce que je reproche à la plupart des communautés en fait dans tout ça, c'est de pas écouter, de pas faire ce travail d'écoute, et de pas essayer de comprendre, et de toujours se braquer, que ce soit les hommes noirs, comme ce soit les personnes non noires, comme moi les seules personnes qui m'écoutent c'est les femmes noires. Globalement c'est l'impression que j'ai, qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et que les autres n'écoutent pas et se braquent en mode comment ça tu me dis que je suis comme ça et que je fais ci et moi, ça, c'est ça, alors qu'en fait c'est vraiment juste une question de se poser et vraiment d'essayer de vouloir comprendre autrui. Les gens ils essayent pas de faire ça, c'est toujours de toute façon t'es aigri, t'es en colère et ça m'attriste beaucoup, parce que je me dis mais en fait sans écoute, et s'il y a même pas l'envie et la volonté de nous écouter, mais on va se battre toute seule en fait, on va faire notre truc toute seule. Moi, je me suis jamais sentie légitime par rapport à mon âge. Je me suis sentie légitime par rapport à d'autres trucs, tu vois, par exemple, les causes noires et tout, mais oui, moi je suis adoptée, j'ai grandi principalement dans un milieu blanc, est-ce que c'est ok pour moi de dire ça, ou bref, des choses comme ça, mais l'âge, non. Par contre, les gens en face qui te font comprendre que bon, elle, oui, clairement, et puis j'ai encore souvent l'impression qu'on on prend pas au sérieux, et je sais que c'est pas moi qui psychote, parce que non seulement je suis jeune, puis en plus tu me vois, j'ai quand même un petit gabarit, etc. Donc surtout venant d'hommes ou d'hommes adultes, c'est bon, mais tu vois, c'est une enfant, une gamine, elle on parle pour rien, voilà, elle cancane dans le vide là, mais alors que non, je sais que je cancane pas dans le vide. Pour notre génération, est-ce que j'ai de l'espoir pour notre génération? Ouais, je vois qu'il y a quand même parce qu'on a plus d'outils. Tu vois, on a plus d'outils, donc c'est vrai que des fois je vois des jeunes femmes noires et tout, elles ont
sont 16, 17 ans, elles sortent des trucs, elles sont là, je me dis, mais waouh! Moi, 16, 17 ans, Mytho. j'ai la tête bien sous terre, là, je me dis, mais waouh! En même temps, je trouve ça super. En même temps, ça me fait un petit peu pincer mon cœur parce que je me suis dit, ça doit être dur de profiter du collège, du lycée, de l'adolescence, d'arriver à s'en sortir. Ça doit être encore plus compliqué quand t'es plus déjà conscientisé à un si jeune âge. Mais bon, oui, je pense qu'on est une génération qui peut vraiment faire des choses. On verra. Je suis un peu pessimiste aussi, donc oui. bon. On verra. Ça, parce que du coup, c'est vrai que j'avais jamais vu ça sur cette forme, mais tu parles de quand on est jeune, être conscientisé très tôt. Oui. Ben, c'est prendre conscience de tout ce qu'on subit et toute la violence qu'on mange au final. Et est-ce que tu penses que garder cette innocence un peu plus longtemps, ça pourrait aider ou il faut qu'on soit plus conscientisé aujourd'hui? Bah. Dès le plus jeune âge. C'est dur à répondre. Moi, ça, c'est super important. Non, c'est super important que bah oui, qu'on soit conscientisé, qu'on se transmette du savoir et que par exemple, moi, c'est une jeune fille noire qui vient me voir et qui me dit, ouais, je vis ça et c'est bizarre, ça me donne un sentiment bien, j'ai l'impression que c'est pas très juste, que c'est pas normal. Et que moi, voilà, je vais lui dire, bah, en fait, c'est ça, je vais lui permettre de mettre tel mot dessus et elle va me dire, ça fait du bien aussi de mettre des mots sur les choses, de dire, ouais, ça existe, tu vois, ça s'appelle comme ça. Je suis pas fan. Et c'est pas de victimiser ou quoi, c'est parce que c'est important, en fait, de savoir de ce qu'on subit, en fait, pourquoi on se sent comme ça, pourquoi ça nous fait ce sentiment que c'est injuste. Et en même temps, je sais pas, moi je repense à mon lycée et tout, et je me dis, par rapport à toutes les micro-agressions, les choses qu'on a pu me dire, ou quand je trouvais juste ça gênant, mais sans vraiment savoir ce que c'était, je pouvais juste avoir un petit rire nerveux et passer à autre chose. Je me dis, si j'avais eu les outils pour comprendre à ce moment-là, est-ce que ça aurait pas été, mais encore plus dur, parce que j'aurais été capable de dire, mais ça, en fait, c'est de la négrophobie pure et dure! Et malade! T'as pas quoi? Bah, je sais pas. Alors, oui, la question se pose. Les questions se posent. Avons-nous le devoir de conscientiser les plus jeunes? Que laissons-nous à nos enfants? À partir de quand notre bagage culturel, notre bagage expérientiel doit-il être transmis aux générations futures? Quelle est, s'il y en a une, la charge mentale de la maternité des femmes noires? Ces questions, on y répond avec Kaya et Sergina en cette deuxième partie d'émission. Donc ma mère est martiniquaise, mon père est béninois, mais alors je comprends le créole, mais je ne parle pas créole. Je ne comprends pas le dialecte de mon père et je ne le parle absolument pas. Et du coup, je parle que français. Et en fait, je parle plusieurs langues, mais je ne parle pas les langues de ma famille, de ma famille, tu vois. Et du coup, je me suis jamais sentie exclue, parce qu'ils nous ont jamais exclus, dans le sens où je comprends le créole, donc je me suis pas exclue. Et puis ma famille béninoise, elle nous exclut pas vraiment, donc c'est pas un problème. Et il me faut pas de reproches sur ça. Mais c'est juste que du coup je me suis dit, mais en fait moi qu'est-ce que je laisse derrière en fait, parce que à part après je cuisine, mais je cuisine pas super bien, et j'aurais plus, parce que ma mère est martiniquaise, j'aurais plus la tendance à cuisiner des choses créoles que des choses béninoises, tu vois. Et du coup je me dis, mais à part la bouffe qu'est-ce que je laisse, parce que en fait je connais l'histoire du Bénin, je connais l'histoire de la Martinique, mais j'ai pas de truc émotionnel rattaché à cette histoire-là comme toi tu pourrais avoir vu que t'as grandi en Martinique. Et du coup je me dis, mais qu'est-ce que je laisse aux gens, à mes enfants, tu vois. Le truc c'est que en plus il y aurait des chances que par exemple que genre par exemple je sois mariée avec une personne pas de mon origine en fait, ouais. Et du coup ce serait encore en mélange en plus, et du coup j'ai l'impression que au fur et à mesure l'héritage culturel va s'édulcorer et il y aura plus rien du tout. Et quand tu penses à ça, à la maternité, et que t'es une femme noire, t'as aussi des trucs à prendre en compte en plus. Quand mes enfants, jusqu'à preuve du contraire, je pense que ils seront noirs si j'en ai. Et puis des fois, je pense à toutes les choses que je veux leur apprendre, que je veux qu'ils sachent par rapport à tout, à leur héritage, etc. Et je me dis, mais après, j'imagine que c'est des choses que je saurais, qui viendront avec avec la maternité et tout, mais je me dis, mais à quel âge je dois leur dire ça, tu vois? Est-ce que je dois attendre que il ou elle rentre à la maison et me disent, merde, il m'est arrivé ça, et je dois leur dire, bon, voilà, ou est-ce que je dois leur dire avant? Comment on fait, tu vois? Comment on vulgarise tout ça? Comment on parle, par exemple, je sais pas, l'esclavage, par exemple.
comment on introduit ça? Je sais pas, je sais qu'il existe des cours, etc., mais moi je sais pas, je sais que moi j'y étais confrontée d'une manière à l'école, mais hyper violente, c'était horrible, vraiment horrible, et du coup je sais pas comment on reproduit pas ça. Bonsoir la communauté. Alors pendant que ça mijote au four et que j'aimerais avoir 10 sur 10 sur l'accueil, je vais chercher mes convives à la gare. Ils devraient pas tarder à arriver. Alors évidemment c'est une évidence, mais je préfère tout de même le préciser. Il n'y a absolument aucun propos raciste dans mes stories de ce soir. Et viva Africa! Africa! J'ai un cercle très très petit de personnes qui me ressemblent, voilà, la fille super sectaire, communautaire. Donc je suis quand même dans des espaces assez safe où les personnes avec qui je parle au quotidien me comprennent et me font pas sentir comme qui me disent que ce que je suis et ce que je pense est valide. Et après sur internet, j'essaie vraiment de pas répondre, de bloquer. Je vois tout, je lis tout, mais je suis pas dans le débat. Vraiment, je suis pas dans le débat. Moi, tu me verras pas des séances débat, machin et tout, parce que j'ai pas l'énergie pour ça, en fait. Moi, je peux pas, je peux pas débattre avec des personnes qui, d'emblée, ne veulent pas comprendre. Donc, je pourrais pas dire que je me prends ça vraiment au quotidien, parce que c'est vrai que je l'évite, et je vais pas pouvoir l'éviter toute ma vie, parce que je sais comment je suis, et je sais que bon, voilà. Mais pour l'instant, je me tiens un petit peu à distance de tout ça. Un gros épisode où je me suis dit bon ouais là c'est bon, je me mets en retrait, c'était, je sais pas si tu te rappelles, c'était au printemps, en mars, donc la fac où j'étais avait organisé une pièce de théâtre qui incluait du blackface, voilà. yes. Et pas énormément de réactions au départ, et j'étais un peu en mode bon, je voyais que je commençais à avoir un petit peu de visibilité sur Twitter, donc j'étais en mode bon allez, on relaie le message de ceux qui ont déjà commencé à en parler et on fait quelque chose, merde, enfin cette pièce ne peut pas avoir lieu. Et donc il y avait eu tout un truc et tout, on avait fait un boycott, donc on avait essayé de bloquer la pièce, etc. Et c'était la première fois en fait que je me retrouvais, que j'étais vraiment dans du militantisme de terrain, et c'était la première fois que je me retrouvais aux personnes que j'entends à la télé, que je vois sur Twitter, à ces personnes en fait qui n'en ont rien à faire de ce que j'ai à dire et qui sont là juste pour me dire mais non, tu dis n'importe quoi, ça n'existe pas, tu n'existes pas, tout ce que tu dis n'est pas valide. Et en fait voilà, c'est la première fois que je me suis retrouvée face à elles, je me suis retrouvée face à des personnes qui me crient au visage littéralement mais n'importe quoi, non moi je suis pas raciste, c'est toi là, tu vois, c'est toi l'extrémiste, c'est toi, c'est vous le fascisme en vrai. Il y a une dame qui tu vois qui m'a vue, qui est venue en face de moi, qui m'a dit oui, tu sais, qui me regardait de haut, parce que voilà, c'est une femme, elle a 40, 50 ans, moi je suis là, j'avais même pas 20 ans, j'avais même pas 20 ans, j'étais étudiante, elle me regarde, elle me dit, c'est vous, je suppose, la chef de tout ça, l'organisatrice de tout ça. Je réponds pas parce que j'étais un peu choquée. Et elle me dit, elle commence à me faire, vous prenez, tu sais, pour une Rosa Parks, pour une Angela Davis, vous prenez pour tout ça, mais en France, y a pas tout ça. Les droits civiques, non, moi je comprends aux États-Unis, hein, mais ici y a pas besoin de ça, je sais pas pour qui vous prenez, mais votre petit délire, votre petit fantasme, il va falloir le faire ailleurs en fait. Ça vous fait plaisir, ça, elle était comme ça en fait, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Et j'étais juste là et j'avais envie de pleurer parce que je me suis dit mais pour ces gens-là en fait c'est ça, c'est genre on se fait un petit délire, on se renvoie dans nos vies, donc on a envie de la jouer le droit civique USA, alors que non pardon, mais au bout d'un moment prenez des livres, regardez mieux l'histoire de la France, pas forcément des livres parce que dans les livres tout n'est pas dit, mais essayez de regarder le travail de personnes concernées sur internet, je sais pas, d'historiens noirs, africains, je sais pas, et regardez que non, l'histoire de la France, voilà quoi. C'est pas tout blanc. On a le droit d'en pas, oui, bah voilà, il y a bien suffisamment de choses à dire sans parler des USA et que nos combats ne sont pas vains en fait, qu'ils sont pas illégitimes et qu'on puisse penser que c'est ça, que c'est un petit délire. J'étais en face d'elle et j'ai pas su quoi le dire, mais j'avais juste dans ma tête, pendant que je la regardais me crier dessus, j'avais envie de lui dire mais madame, moi j'ai 19 ans, vous pensez pas que demain j'ai cours là on est une journée de cours, je suis à la fac. Vous pensez pas que j'aurais préféré comme tout le monde rentrer à 17h, faire mes devoirs pour demain, revenir à la fac demain et pas avoir à être dans ma propre fac à dire coucou, ce que vous faites là c'est déshumanisant pour les noirs et moi ça me jette parce que cette fac elle est aussi la mienne, tu vois. Je peux pas m'épanouir en voyant tous les problèmes qu'il y a à côté de moi et je sais que c'est pas moi qui vais les régler et que mon existence elle sera pas
je vivrai jamais assez vieille pour vraiment voir le vrai changement mais il faut que j'en fasse partie parce que non, sinon pour moi ça fait partie des raisons pour lesquelles je respire, clairement, pour lesquelles je me lève le matin, parce que il y a pas que moi, je veux dire, il va y avoir mes petites sœurs et les trucs et tout, et je sais que ce sera jamais tout rose parce que qu'on le veuille ou non, le monde entier est négrophobe et l'a toujours été, mais en attendant, c'est possible que les choses soient plus faciles pour elle. Par exemple, parce que tout le monde dit que ouais, non, mais c'est bon, c'est rien, c'est juste une miss, etc. En attendant, il y a de grandes chances que, si j'ai des filles, ou je sais pas, en tout cas les filles plus jeunes, par exemple les femmes noires qui naissent aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être une tendance, on sait pas. Mais il y a aussi des chances qu'elles grandissent et qu'elles vivent dans une société qui ne leur dit pas frontalement tous les jours t'es moche, t'es moche, tu peux pas être une figure de beauté, tu peux pas tu peux pas te maquiller parce que moi quand j'étais au collège et tout, les fonds de teint à ma teinte, tu peux pas te maquiller, t'es pas dans l'univers de la beauté, t'es pas dans les concours de beauté. Il y a des chances qu'elles vivent dans une société où on leur dit pas ça, où elles font partie vraiment du paysage des cosmétiques, des concours de beauté, et ça, rien que ça, tu vois, c'est déjà pas mal. C'est déjà une victoire. Je pense que, en tout cas, puisque ça utilise le même vocabulaire qu'un nationaliste, c'est-à-dire que dans les deux cas, vous pensez qu'il y a des groupes existants. Et donc, quand vous êtes communautariste, vous dites, puisque vous me rejetez, moi, en fait, je vais prendre ce que vous dites de mon groupe, parce qu'il faut bien le définir, ce groupe. Donc, je vais être avec mon groupe, et en fait, je serai le seul à pouvoir dire que ce groupe existe. Vous n'avez pas le droit, puisque vous n'en faites pas partie. Et je vais me préserver de votre violence en créant un sanctuaire, en fait, avec des choses, mais qui sont la même définition que pourrait dire un esclavagiste si on parle des Noirs, ou un nazi si on parle des Juifs, c'est-à-dire de définir un enclos dans lequel je serai le seul à pouvoir fonctionner. Mais est-ce que ceux-là, ils ne seraient pas tentés de dire, Tatiana Montaigne, en fait, elle voudrait être blanche? Non, parce que... Elle rejette d'une certaine manière sa couleur noire. Quand je dis la communauté, je dis la communauté LGBT, principalement la communauté LGBT racisée. Parce qu'en fait, au début, moi, j'ai du mal avec les groupes et avec les communautés. Je n'aime pas ça, parce que je trouve qu'on a souvent une mentalité de mouton quand on est dans un groupe, et que on a toujours des dominants, même si le groupe se veut égalitaire, on a toujours des dominants. Donc, par exemple, dans la communauté LGBT, il y a une dominance des hommes blancs, gays, tu vois ce que je veux dire. Ils sont souvent représentés, alors que on voit très peu par exemple, de femmes blanches, lesbiennes dans la communauté. Et du coup, j'ai jamais eu ce sentiment de communauté avant que je rentre vraiment dans la communauté LGBT. Quand, par exemple, je rencontre quelqu'un qui est de la même communauté que moi, donc par exemple toi, je sais que donc je peux avoir un langage qui n'a pas besoin d'être diminué. Donc je peux utiliser des termes aussi, on va dire, triviaux, comme je sais pas, kikiing, des trucs comme ça. Ou des termes comme je sais pas, intersectionnalité. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que ça voulait dire, alors que c'est très explicite comme terme, je trouve. Des trucs comme ça. Et du coup, je pense qu'on n'a pas besoin de se réduire entre nous, ou même de se faire plus petit pour pas déranger la masse dominante, ou même par exemple, si je sais pas, tu vois, genre si je suis dans le métro et que avec une pote noire, même si elle est pas LGBT, et qu'on voit genre par exemple un blanc qui porte des dreads, on a juste à se regarder et on comprend que genre il y a un problème. Des trucs comme ça, tu vois, genre le fait de pouvoir se dire que on regarde juste avec un regard, on a dit genre 3 pages de SMS, tu vois, juste dans un regard, tu vois. En fait, il faut juste prendre des exemples concrets de tel ou tel événement qui était en mixité, et où, encore une fois, la parole des concernés ou des personnes les plus oppressées a été complètement effacée, a été hyper remise en question, elles ont pas pu dire ce qu'elles pouvaient, et c'est pour ça, au final, que ces espaces ont besoin d'exister, parce que, forcément, oui, c'est dur de comprendre qu'on avait besoin d'être entre nous, mais il y a un moment, en fait, quand il y a toutes ces violences-là dans les autres espaces, non, en fait, c'est important, et j'ai du mal à l'expliquer, parce qu'en fait j'ai du mal à comprendre pourquoi par exemple quelque chose de pro-noir en fait c'est forcément vu comme anti-blanc, alors que pas du tout en fait. Ça revient à faire revenir les choses à soi-même en fait. Il faut se décentrer au bout d'un moment. Et j'avais une amie qui l'expliquait une fois beaucoup mieux que moi, et qui disait mais aussi c'est pas sans mixité, c'est aussi ça nous fait gagner du temps, parce que le militantisme au bout d'un moment
contrairement à ce qu'on peut penser, bah c'est pas juste de la victimisation et se dire on vit ça, on vit telle oppression qui s'appelle comme ça. Et à un moment ça c'est bien aussi de dire ça et de dire oui les blancs nous font ça nanana. Au bout d'un moment oui mais ça c'est pas ça. On réfléchit aussi à des stratégies, à des choses vraiment concrètes qui vont faire que bon bah voilà ça va être plus facile pour nous, on va se faciliter l'existence, voilà. Et ça dans des espaces parfois en mixité, par exemple des espaces militants, bah c'est plus compliqué parce qu'il faut revenir à certaines choses. Il faut revoir certaines bases que les personnes concernées n'ont pas. Il faut parfois faire attention à ce que leurs sentiments soient pas heurtés. Oui, mais on dit ça, mais c'est pas contre toi, on parle d'un groupe, tu vois, il faut pas le prendre mal, essayer de faire, tu vois, d'adoucir les choses, etc. Alors que dans un espace où on mixe, ça c'est du temps perdu, du temps qui n'est pas pris pour réfléchir à des vraies stratégies, etc. Dans un espace en mixité, pas besoin de revenir sur les bases. Tout le monde sait ce que ça veut dire, tout le monde sait ce que c'est, parce que tout le monde à peu près l'a vécu. Ouais. Ça, on sait. En fait, on se sait. Voilà. Et on passe à la suite, tu vois. Donc c'est aussi un gain de temps pour que le militantisme soit efficace, en fait, les espaces en non-mixité. Autant que ça peut être juste une question de santé mentale et tout, d'être safe, etc. Il y a ça. Mais il y a aussi le côté vraiment, pour que ce soit efficace, il y en a besoin. Et ouais, je sais que c'est dur, que c'est dur à expliquer rien que le truc de la parole concernée, c'est pour moi c'est vraiment mon mantra et c'est compliqué de l'expliquer parce que les gens sont toujours dans mais ça veut dire que moi je peux pas parler d'eux, c'est pas ce qu'on a dit, tu vois. Ça veut dire qu'avant de parler on va se dire ouais non je vais faire un pas en arrière, je vais me poser et je vais écouter ceux qui le vivent vraiment, ceux qui sont concernés, et j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si dur. Et il y a des personnes qui écoutent là, je sais pas vraiment. Essayons tous de faire ça parce que c'est vraiment quand on se dit je vais le faire, c'est pas si dur que ça. Enfin, je veux dire, moi, voilà, je suis une femme noire, voilà, je suis LGBTQ+, tout ça, là. Et donc voilà, tu vois, les oppressions, machin truc, les machins, voilà, je les mange. Mais ça veut pas dire, en attendant, il y a quand même des trucs que je vis pas. Je suis pas sur tous les fronts, en fait. Il y a des choses que je comprends pas. Et en fait, moi aussi, je peux... pas de manière aussi violente que par exemple je sais pas un homme blanc, mais moi aussi en vrai je peux oppresser, tu vois. Et voilà, il y a plein de choses, il y a certaines choses où je vais me poser, tu vois, et je vais demander à la personne, enfin je vais pas demander mais je vais écouter en fait, et je vais prendre des notes en fait parce que oui en fait ça je l'ai sûrement fait, en fait ça aussi je l'ai sûrement dit parce que je savais pas en fait avant d'écouter leur vécu qu'elles vivaient ça et que moi je peux y participer. C'est bon en fait, genre il faut se remettre en question. C'est ça, il faut se remettre en question, il faut arrêter de diaboliser ces mots et de pas vouloir être associé à ces mots oppresseur, dominant, agresseur, pareil, tu vois, quand les gens ils disent non mais on peut pas dire ça, on peut pas dire un agresseur, un violeur et tout là. Mais au moins un chat, voilà, on appelle un chat. Tu agresses, t'es agresseur, tu oppresses d'une manière ou d'une autre, t'es oppresseur. Tu domines dans la société par rapport au groupe auquel t'appartiens, même si toi dans ta vie t'as pas l'impression, parce que tel que tu te fais écraser par ton patron en étant un homme blanc, mais attendant tu restes un dominant en fait, c'est comme ça, et ça veut pas dire que, enfin voilà, c'est comme ça. Et c'est pareil pas avec le mot privilégié, les gens n'arrivent pas, les gens, j'aime pas dire les gens parce que ça fait trop genre moi et les autres, mais en général on a du mal à prendre ce mot. Non mais comment tu peux dire que je suis privilégiée, etc. Ma mère elle trime, elle gagne à peine un SMIC et tout, mais c'est pas ce que je suis en train de dire, ça n'empêche pas que c'est un privilège, donc voilà. Mais je sais qu'il y a même des personnes du coup racisées ou noires qui sont à l'aise avec des non-mixités, qui ne comprennent pas. J'en ai rencontré plein, parce que nous quand on est dedans, voilà, mais à l'extérieur qui pourraient avoir du mal à comprendre. Et je veux aussi dire à ces personnes que c'est super important parce que je sais que à force de l'entendre à la télé, tu vois, les infos, ça pèse sur nous. Mais le délire de communautarisme, machin truc et tout, bullshit. On a le droit d'être entre nous. Et ça veut pas dire qu'on est contre les autres, qu'on est fermé, qu'on est machin. Il y a un moment, il y a le droit, et il faut jamais s'en vouloir. Faut pas s'en vouloir d'avoir, par exemple, si t'es noir, d'avoir envie d'être avec des noirs et de créer avec des noirs et d'embaucher que des noirs, ou, et à un moment, ça n'a rien à voir, comme tu dis, on peut pas inverser, ça fonctionne pas comme ça. Ce serait trop facile, c'est le niveau 0 de la réflexion. On peut pas juste être en mode, oui, mais si on inverse, ça ne fonctionne pas comme ça. On peut pas inverser, à un moment, non, stop. Le 23 juin 2019, Anaïs Bourdet a annoncé sur Instagram la fermeture du compte Pay Thy Snake, qui était un compte qui recensait des témoignages de femmes ayant subi du harcèlement de rue. Pourquoi? Des suites de burn-out militants. Le burn-out militant, c'est lorsque des militantes se retrouvent avec le sentiment que ce qu'ils font est détruit par des dysfonctionnements graves dans le système.
Alors on peut se poser la question de lorsqu'on milite et qu'il n'y a pas de résultat direct sur le court terme, qu'est-ce qui nous donne espoir en l'avenir? C'est la question que je pose à Kaya et Sergina. Pourquoi? Et êtes-vous stronger? Moi, ça me fait plaisir qu'on représente un peu plus les femmes noires. Donc, par exemple, là, il y a Aya Nakamura qui est un très bon exemple. Après, sinon, t'as la chanteuse, que moi j'ai découvert un peu en retard, mais mon Twitter la connaissait déjà, qui s'appelle Lou and the Yakuza, qui est passée il y a pas longtemps au quotidien. Et du coup, ça me fait plaisir qu'il y a des filles comme ça, pas forcément un peu alternatifs. Qui font de la chanson en français en plus un peu alternatif et qui a pas Lou elle a j'espère qu'elle s'appelle Lou comme ça mais non oui du coup cette chanteuse elle est pas on va dire fake comme Aya Nakamura est fake. Tu vois elle est très mince tu vois peut-être même aussi mince que genre par exemple Angèle est mince tu vois ce que je veux dire et du coup ça fait plaisir de voir des meufs pas super sexualisées. Des nouvelles représentations de la femme noire, des femmes noires. Des femmes noires dans la chanson. Après, elle fait de la chanson urbaine, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Loose and Yakuza. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en plus, elle a un parcours assez intéressant. J'ai pas regardé l'interview en entier, mais c'était une femme qui était SDF pendant un moment. Et du coup, je pense que ça montre aux gens que c'est toujours possible d'avoir du succès dans la vie. Bon après on n'est pas obligé comme je t'ai dit d'être mondialement reconnu ou nationalement reconnu, mais là ça fait du bien d'avoir différentes représentations et par exemple tu vois les gens qui sont donc pas à la DAS mais à l'ASE maintenant, l'aide sociale à l'enfance, qui avait une aide, il y a beaucoup de ces enfants là sont des enfants racisés de couleur en fait et c'est beaucoup de femmes noires qui se retrouvent à la rue en fait après ça, parce qu'à 18 ans, ils peuvent pas t'aider, ils pourraient, mais ils ne vont pas t'aider après tes 18 ans. Du coup, c'est pour ça que il y a beaucoup de femmes noires à la rue et on n'y pense pas forcément directement, tu vois. Et du coup, c'est important d'avoir ce genre de représentation et je pense que, ça me rendrait stronger. Enfin, je le pense pas forcément pour moi, dans le sens où moi, je sais que les femmes noires sont belles, je sais que les femmes noires peuvent faire beaucoup de choses et qu'il y a des femmes noires qui sont médecins, des femmes noires qui sont journalistes, des femmes noires qui sont peintres, qui font beaucoup de choses et qui peuvent aussi bien marcher en France qu'aux États-Unis ou même en Amérique du Sud, des trucs comme ça. Mais moi je le pense plus pour les générations futures et mes enfants ou même la génération de mon petit frère qui est né en 2006 ou des trucs comme ça. Donc je pense plus dans ce genre-là. Donc elles peuvent avoir une influence positive. Moi j'ai pas spécialement l'impression d'être en tout cas strong tout ça je suis pas trop l'impression, je me sens plutôt super vulnérable et mais c'est ok tu vois, peut-être qu'un jour je me dirais je suis forte et tout mais pour l'instant j'ai pas trop l'impression. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est normal en même temps. Et ça m'empêche pas, comme tu disais quand on avait commencé à se parler, #BlackGirlMagic, yes. que ça passe pas que par la force, la résistance à toute épreuve, que Black Girl Magic aussi c'est aussi admettre qu'on peut être vulnérable et admettre c'est pas tout, hein. C'est pas tout parce que c'est un peu une première étape, mais aussi faire avec en fait, faire les choses qui vont avec. Tout bête en fait, par exemple j'ai dans une période où vraiment je me mettais trop de pression pour tout et ce qui m'est venu à l'idée quand j'ai lâché en fait, c'était c'est bon, tu vois, j'avais dit la magie elle s'est essoufflée, tu vois, Black Girl Magic la magie s'est essoufflée et j'ai une copine qui m'a dit non en fait, genre Black Girl Magic c'est aussi ça, tu vois, d'avoir la capacité de te dire là c'est trop, je me suis mis trop de pression, j'en peux plus et je vais pas me détruire en fait parce que j'ai des choses à faire après, donc stop, je fais une pause, je fais ce que j'ai à faire, je pause, j'arrête. Et elle m'a dit c'est aussi ça c'est aussi ça et donc super ce hashtag et tout, mais pas le prendre au sens littéral, on n'est pas magique. Personne n'est magique, bien sûr que non, il y en a qui sont plus fortes que d'autres et voilà, donc aujourd'hui je me sens pas spécialement strong ou quoi, mais c'est pas grave. Et oui, être une femme noire c'est aussi se dire que ce n'est pas grave, avec des forces et des faiblesses, comme tout être humain. Et ça, c'est être stronger.
Merci beaucoup Kaya, merci beaucoup Sergina de nous avoir partagé vos expériences vis-à-vis de votre condition de femme noire. On espère que vous qui écoutez avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous faire vos retours, vos messages, vos conseils et aussi votre expérience vis-à-vis de vos conditions, vos identités. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast et des petits commentaires, des petits avis. Je vous invite moi de mon côté à aller liker la page que je vous mets en lien de Sergina qui s'appelle Les Teams et le podcast de Kaya qui s'appelle Genre le podcast où on parle de masculinité. Je vous dis à très vite, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode sur la culture du viol cette fois-ci. Je suis Noam Sanso, le fondateur de la chaîne de podcast Stronger, le podcast qui fait le point sur la diversité. Un podcast labellisé par Podcut et disponible partout. Merci à vous, à très bientôt.